D'abord, je vous remercie d'avoir été nombreux. On a été, d'après nos pointages, plus de 800 à venir, ce qui n'est pas le record, puisqu'on avait fait notre record au moment de la présidentielle. Mais c'est quand même très bien. C'est quand même très bien parce que la vie est ainsi faite, vous le savez. Elle est faite de scansions, de hauts et de bas. Et depuis que j'ai créé l'UPR, il y a eu des hauts et des bas. Et nous avons eu une attaque coordonnée en 2020 avec une tentative de putsch, avec une diffamation à mon encontre, avec en plus la Covid. De telle sorte que pendant 2 ans, on n'a pas fait d'université. L'année dernière, on a vu pas mal de monde quand même. Il y a eu quand même 400, je crois, 400 à 500 personnes. Et cette fois-ci, on a vraiment, on est quasiment un des records juste après 2018. Donc déjà, ça témoigne de quelque chose que nous mesurons tous les jours, c'est-à-dire que notre mouvement politique a le vent en poupe. Nous nous portons plutôt bien. Nous avons des rentrées financières qui sont correctes. C'est pas Byzance, mais puisque nous n'avons aucun autre argent que le vôtre, mais c'est quand même pas mal. Et puis on voit aussi beaucoup de gens nous rejoindre de différents horizons. En fait, de beaucoup d'autres partis politiques, qui les gens sont un peu déçus de ce qu'ils voient ailleurs. Et puis également des gens qui, pour la première fois, adhèrent à un parti. C'est assez fréquent. Des gens qui étaient complètement dégoûtés par la politique, qui ne croyaient plus en rien, et puis qui, au détour d'une conversation avec un ami, un membre de leur famille, a découvert notre mouvement politique, et qui, après avoir hésité, avoir écouté, avoir beaucoup tergiversé, ont fini par se jeter à l'eau, si on peut dire, et nous rejoindre. Donc nous avons actuellement une montée de nos adhésions, une montée de nos dons. Et puis, tout ceci, évidemment, ne sort pas d'un chapeau. Ça vient évidemment d'une attitude déterminée depuis des années. On a fêté les 18 ans de l'UPR cette année, au mois de mars dernier. C'est évidemment beaucoup de détermination, d'engagement, de travail militant sur le terrain. Énormément de travail aussi au siège, avec notamment le vaisseau amiral de notre action qui est UPR TV, avec notamment les directs, mais aussi des émissions spéciales. C'est également ma participation à un certain nombre d'émissions, hélas quasiment presque exclusivement réservées aux télévisions du web. Mais tout ceci, évidemment, est très important, fondamental même. Mais tout ceci ne pourrait pas se développer si ça n'était pas en phase avec les événements et en phase avec l'histoire. Et ça fait plus de 18 ans et demi maintenant que j'ai créé l'UPR. Et lorsque j'ai créé ce mouvement, je vous l'ai souvent dit, c'était une gageure. Beaucoup de personnes, y compris de mon entourage le plus proche, mettaient leurs doigts sur la tempe et tapaient comme ça. Voilà. C'est-à-dire que personne ne croyait déjà à la possibilité même de sortir de l'Union européenne et deuxièmement à la nécessité d'en sortir. Donc c'était vraiment très très difficile. Les premiers temps furent extrêmement difficiles. Vous savez que on s'est développé cas un cas, mais un point tournant a été 2017, puisque on a eu cette chance historique que j'avais prévue, mais dont je ne savais pas quand est-ce qu'elle se produirait, et qu'il y a eu un premier État qui a décidé de quitter l'Union européenne, qui était le Royaume-Uni. On en a parlé tout à l'heure avec John Loughlin, donc avec cette décision d'organiser un référendum, et qui a eu lieu en 2016, me permet de le souligner, c'est-à-dire quand même 9 ans après la création de l'UPR. C'est 9 ans après la création de l'UPR qu'il y a eu un référendum sur la sortie de l'Union européenne au Royaume-Uni. Ce qui prouve à quel point, en 2007, c'était quand même des idées presque inimaginables, puisque au Royaume-Uni, on n'en parlait pas non plus. Et donc, cette sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni, très difficile. John Loughlin nous a expliqué que ça a pris 4 ans. L'État profond britannique a tout fait pour faire capoter le projet, en faisant nommer Theresa May, qui était une première ministre qui s'était battue pendant le référendum contre le Brexit. Un petit peu, j'ai souvent pris cet exemple comme si d'un seul coup, il y avait quelle mouche piquait Macron et qui décidait, pour sortir par exemple de l'impasse politique dans laquelle nous sommes, qui décidait
d'organiser un référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne, sur le Frexit. Imaginons que les médias donnent la parole à 50-50 pour le oui, 50-50 pour le non. Imaginons que les Français votent en faveur du Frexit. Mais qu'est-ce qui se passerait Il se passerait que Macron serait fondé à rester président de la République et à avoir toujours le corps nu pour faire le Frexit. Vous imaginez? Alors même qu'ils auraient milité pour le non. C'est exactement ce qui s'est passé au Royaume-Uni. C'est-à-dire que la logique politique eût voulu que c'était le partisan, le principal promoteur du Brexit, qui, normalement, aurait dû succéder à David Cameron, c'est-à-dire Nigel Farage, mais comme il n'avait pas de députés au Parlement et que les institutions britanniques sont ainsi faites que le Premier ministre, c'est celui qui a le plus de députés au Parlement de Westminster, eh bien, c'est le Parti conservateur qui était très, très majoritairement anti-Brexit qui a été chargé de mener le Brexit. Alors, je le dis ici parce qu'il y a régulièrement des gens qui disent « Oui, mais regardez, le Brexit, ça marche pas du tout. Les Anglais veulent absolument revenir dans l'Union européenne. Ils sont ravagés de remords et d'inquiétudes, etc., etc. Regardez les manifestations qu'il y a au Royaume-Uni. C'est vraiment pas convaincant. » Alors, je vous le dis parce que si vous avez des personnes qui vous disent ça dans votre entourage, vous leur répondez, premièrement, que le fait d'être sorti de l'Union européenne ne vous garantit pas ipso facto d'avoir un gouvernement excellent. Ça n'est pas parce qu'on sera sorti de l'Union européenne que l'on est sûr et certain d'avoir un gouvernement excellent. Il y a eu dans l'histoire de France des bons gouvernements et puis des mauvais gouvernements. Or, actuellement, Keir Starmer ressemble comme deux gouttes d'eau à Macron. Il a le même type de politique, il est assujetti aux mêmes forces en réalité. Et donc, en fait, le Brexit a été en partie volé aux Britanniques. D'ailleurs, toutes les potentialités du Brexit n'ont pas été utilisées, notamment tout un appareil réglementaire, etc., qui aurait dû voler en éclats et qui est resté. Et vous voyez bien d'ailleurs que Keir Starmer mène la même politique agressive, belliciste vis-à-vis de la Russie que Merz et que Macron, c'est-à-dire qu'ils ont en fait les mêmes commanditaires, et que finalement, du point de vue stratégique, il y a plus de proximité entre Keir Starmer et Macron et Merz vis-à-vis de ce sujet que, par exemple, entre Macron et Mélanie ayant fait savoir qu'elle refusait qu'il y ait quelques troupes, soldats ou armements italiens qui soient prépositionnés en Ukraine. Donc la première réponse que vous faites aux gens qui vous attaquent sur le Brexit, c'est de dire, attendez, c'est pas une garantie d'avoir un très bon gouvernement. La deuxième réponse que vous pouvez leur faire, c'est de leur dire également que les données macroéconomiques sont pas mirobolantes au Royaume-Uni, mais elles sont pires encore en France. C'est-à-dire que lorsque la France est un pays complètement ruiné, où on a encore dégradé nos notations, vous l'avez vu, avec l'agence Fitch, on n'a pas de leçon à donner à un pays comme le Royaume-Uni, où certes, c'est pas mirobolant, mais c'est quand même un peu moins pire qu'en France, notamment pour ce qui concerne la croissance et notamment pour ce qui concerne l'endettement public. Quant à l'immigration, elle est gérée ou mal gérée volontairement au Royaume-Uni, mais au moins c'est le Royaume-Uni qui en décide, alors qu'en France, nous sommes décidés par d'autres. Ça n'est pas la France qui décide de sa politique migratoire. À ce propos, vous rappellerez à vos amis qu'il est quand même un peu pénible de devoir rappeler que la France ne décide pas de sa politique migratoire, que tout ceci a été acté par le traité d'Amsterdam qui est entré en vigueur le 1er janvier 1999 et que ça fait donc 26 ans, plus d'un quart de siècle, que ce n'est plus la France qui décide. C'est la Commission européenne qui a décidé, dans sa grande sagesse, de faire entrer 4 millions de nouveaux migrants par an dans l'Union européenne. Madame Ylva Johansson l'avait révélé notamment à Barcelone en 2023, mais vous trouverez toutes les sources précises. Or, une fois que des migrants sont venus s'installer, par exemple, dans tel ou tel pays, à commencer par exemple par l'Italie, d'ailleurs où le nombre de migrants légaux a augmenté depuis que Madame Meloni est présidente du Conseil, eh bien des migrants peuvent s'installer en Italie, puis après aller s'installer librement en France, du fait de la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'espace Schengen, pour y bénéficier de nos prestations sociales. Alors je le signale quand même pour toutes celles et tous ceux d'entre vous qui, de temps en temps, sont tentés, si vous êtes tentés, mais peut-être pas, personnellement je suis pas du tout tenté, mais si vous êtes tentés par suivre
les propos de M. Bardella, de Mme Knafo, de M. Zemmour, de Mme Maréchal, etc., c'est que ce sont des gens qui vous disent qu'ils vont faire des tas de trucs sur l'immigration. Ils oublient simplement de vous rappeler que c'est pas eux qui décideront. Voilà. Hein, c'est exactement, les Italiens ont découvert ça avec la Madame Meloni. Je suis absolument sidéré de voir que les médias ne font pas leur devoir. C'est les médias qui devraient expliquer, qui devraient, lorsqu'ils reçoivent par exemple M. Zemmour, devraient lui dire « Mais attendez, comment vous allez faire ?» Alors en règle générale, ils bottent en touche en disant « Mais regardez la Hongrie, regardez la Hongrie. » Ben, justement, regardons la Hongrie. La Hongrie a des migrants, c'est exact. Elle en a finalement beaucoup plus qu'on ne le dit. Le problème de la Hongrie, c'est que, outre qu'elle est un petit pays, c'est un peu un isolat culturel. Il n'y a pas énormément, si vous voulez, de migrants venant d'Afrique francophone qui ont envie de s'installer en Hongrie pour apprendre le hongrois. Et pour ne pas avoir beaucoup de prestations sociales, ils préfèrent venir s'installer en France. C'est quand même plus commode. De même que l'Angleterre est la destination rêvée de tous les migrants, non pas du monde entier, comme me le disait pendant le déjeuner John Logan, c'est que dans le monde entier, on parle l'anglais. Sans compter que le Commonwealth des nations ayant été dirigé par la Grande-Bretagne est très nombreux. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas qu'à la question migratoire qui se pose et que tout le reste va à l'avenant. Sur ces questions, encore une fois, la France n'est pas dirigée par les Français, elle est dirigée par l'Union européenne. Et vous pourrez parler aux gens qui seraient parmi vous et qui diraient voilà, tiens, moi j'ai signé la pétition de Philippe de Villiers. Vous pourrez lui faire remarquer que dans cette pétition, il n'y a aucune question. C'est un truc émotif, c'est une opération commerciale puisqu'il y avait un disclaimer à la fin où vous deviez cocher une case pour dire si vous étiez d'accord pour recevoir des informations de M. de Villiers. M. de Villiers sort le 8 octobre prochain, dans une semaine, son livre Populissime. Donc ceux qui ont signé cette pétition avec leur code, avec leur adresse Internet, vous allez recevoir des propositions commerciales. Donc en fait, c'est une opération commerciale, mais c'est aussi une opération politique pour essayer d'attirer, de faire une espèce d'union des droites qui se baptise assez volontiers souverainiste. Et là, j'attire votre attention sur le fait que le mot de souverainiste ne veut en fait plus rien dire. Il y a des gens, j'ai vu que Mme Knafo se dit souverainiste. Je vois certains disent que Mme Le Pen est souverainiste. Mais enfin, si je comprends bien, M. Philippot, M. Dupont-Aignan ne veulent pas faire alliance avec Mme Le Pen parce qu'elle ne serait pas souverainiste. Quant à M. Zemmour, d'un jour on fait alliance avec, ou un jour on fait alliance sans. Donc qu'est-ce que c'est qu'être souverainiste ? S'il est souverainiste, c'est brandir un drapeau bleu, blanc, rouge et tenir des propos sur le patriotisme, ben à ce moment-là, Gabriel Attal est souverainiste. Il se dérange pas pour le faire, pour dire voilà, il faut un plus de patriotisme. Monsieur Le Cornu nous l'a sorti. On en parlait tout à l'heure. Donc c'est un mot très ambigu. Si être souverainiste, c'est proposer la sortie de l'Union européenne, ben à ce moment-là, il faudrait se tourner vers des partis dont on ne parle jamais, par l'alliance, la nouvelle action royaliste, l'action française à l'extrême droite, mais aussi des partis politiques à gauche, comme le parti de M. Kuzmanovic, ou bien le parti pour une renaissance communiste en France, le PRCF, ou bien également ces personnes que vous voyez parfois un petit peu comme des météores, et puis qui font comme une espèce de feu d'artifice. Ça dure parfois 15 jours, 3 semaines, 6 mois, et puis ça retombe. On a, avec François Xavier, dressé la liste des partis politiques qui se sont peu ou prou inspirés de l'UPR au cours des dernières années. On en a trouvé 33. Donc vous pouvez tracer la liste. Je ne dis pas ça par, comment dirais-je, par ironie. Je le dis un peu par regret de voir que il y a eu le général Martinez, le général Tauzin, il y a eu M. Alexandre Juvin-Brunet, il y a eu M. Franck de la Personne, Mme Agnès Casirelli, il y a eu Paul Melun, il y a eu Philippe Murer, etc., qui créent des partis politiques. Sur le thème, d'ailleurs, au passage, un certain nombre se sont donné le mot sur le thème que j'étais le second gneugneux qui voulait m'allier à personne. C'est quand même extraordinaire d'être attaqué par des gens
qui refuse d'adhérer à l'UPR qui s'est créé il y a 18 ans et qui a apporté 98% du travail et de l'analyse et du travail programmatique, et qui essayent leur coup en faisant quelque chose. Bon, comme disait De Gaulle, c'est le génie, hélas, des Gaulois, le génie de la division. Il faut savoir que dans l'histoire de France, c'est comme ça. Si vous lisez un livre qui m'a un peu frappé, qui était La vie des Français à Londres, à la France libre sous l'occupation, et que vous trouverez dans La vie quotidienne, une série d'ouvrages qui s'appelle La vie quotidienne, vous verrez que à Londres, parmi les Français qui avaient rallié la France libre, il y avait un parti anti-gaulliste. Eh oui, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Certains trouvaient que De Gaulle avait un melon incroyable, parce que tout simplement, il dirigeait le mouvement et qu'ils auraient aimé être calife à la place du calife. Bon. Bref. Mais la troisième chose que vous pourrez dire aussi à votre interlocuteur qui vous parlera du Brexit et qui vous dira ça c'est la catastrophe, c'est pas du tout la catastrophe que perçue par les Britanniques, puisque on parlait encore avec John Logland tout à l'heure, d'après les sondages, Nigel Farage arrive en tête de tous les partis politiques britanniques. Donc si les Britanniques étaient ravagés de remords et d'inquiétudes et se disaient « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a pu faire comme bêtise ? Il faudrait rentrer dans l'Union européenne », d'abord les autres partis existants proposeraient justement de faire un référendum pour revenir dans l'Union européenne. Ils ne le proposent pas. Et d'autre part, le parti de Nigel Farage serait tombé au fond des oubliettes, alors qu'en fait, il caracole en tête. Au point que, comme me le disait John Logland, à qui j'en ai parlé pendant le déjeuner, il est possible qu'aux prochaines élections générales en Angleterre, le parti de Nigel Farage réussisse cette prouesse de canceller, comme on dit maintenant, de faire disparaître purement et simplement le parti conservateur britannique qui a 3 siècles d'ancienneté, puisque c'est quasiment sa disparition qui risque d'arriver. C'est déjà arrivé, d'ailleurs, dans l'histoire du Royaume-Uni. Il y avait un parti libéral qui, au début du XXe siècle, a fini par disparaître et se fondre avec le parti travailliste. Mais on en est là au Royaume-Uni actuellement. Vous savez que c'est un scrutin uninominal à un tour. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul tour et que c'est le premier arrivé qui remporte l'élection, même s'il n'a que 35% des voix. Si les autres candidats ont 38, ont 32, 28, etc., celui qui arrive en tête a le siège, ce qui force à une bipolarisation de la société politique britannique. Donc le Brexit a eu lieu. Les résultats ne sont pas aussi extraordinaires que ça parce qu'en fait, il est dirigé par des partisans de l'État profond américain, de l'État profond euro-atlantiste. Donc en fait, c'est toujours les mêmes qui dirigent, bien que le Royaume-Uni fût sorti de l'Union européenne. Mais il a eu lieu quand même. Et puis ensuite sont intervenus, vous le savez, des événements politiques très importants en France et ailleurs, avec notamment, j'en relèverai quelques-uns, la crise du Covid, qui a montré aux Français que quand on descend par millions dans la rue, ça n'aboutit à rien. Je le disais tout à l'heure lors du débat. Rien si ce n'est que des Français, des Françaises qui ont été martyrisés, en fait, battus, frappés, qui ont reçu des LBD. Il y a eu quelques morts, il y a eu de nombreux blessés, mutilés à vie, et Macron n'a changé rien. Non pas, d'ailleurs, j'aime pas les gens qui disent oui, Macron il ne veut pas changer sa politique. Ce n'est pas sa politique. Il applique la politique de l'oligarchie, dont il n'est que le véhicule par l'intermédiaire de son assujettissement à l'Union européenne. Qui me permet de dire et de prendre ici le pari. D'une certaine façon, d'ailleurs, il faudrait que les Français le découvrent, mais que si M. Bardella arrivait à Matignon, vous verriez que 6 mois après, les Français s'arracheraient les cheveux en disant « mais c'est incroyable, c'est pas du tout ce qu'on pensait ». Il suffit quand même de se renseigner et de voir que M. Bardella, pour parler de lui, il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'euro, pour l'Union européenne, pour l'OTAN, pour l'Ukraine. Il est allé banqueter avec Mme Valérie Ayer, rappelez cette gloire de la Macronie, au Parlement de Bruxelles, etc., etc. Les Français ont mesuré, avec la crise des Gilets jaunes, que manifester ne servait en fait à rien. Rédiger des cahiers de doléances ne servait à rien. Tout a été, c'est une espèce de
tour de passe-passe assez ignominieux. Enfin, c'est très, très offensant pour le peuple français. Il y a eu plus de 500 000 pages qui ont été écrites à travers toute la France. Il y a eu des dizaines de milliers de cahiers de doléances et tout ça a été classé verticalement aux archives départementales. Il faut quand même le faire. Il y a eu un deuxième point qui est arrivé avec cette affaire aussi, c'est que la crise de Covid a montré aux Français qu'on ne pouvait vraiment plus faire confiance même aux plus hautes autorités. Il y a beaucoup de gens qui ont cru encore dans le magistère moral de l'État, du ministère de la Santé, qui ont été appelés à se défier des complotistes, etc. Et puis, malheureusement, la suite de l'histoire a montré que ça n'était pas reluisant. Et on découvre, bon, c'est quand même fort heureusement relativement limité, mais on découvre quand même que les effets secondaires des injections ARNM, sont loin d'être aussi, inoffensifs qu'on le dit. Et il y a quand même des inquiétudes qui se sont multipliées sur tel ou tel aspect de la santé, avec parfois des personnes jeunes qui décèdent brutalement, avec des cancers turbo, etc., etc. Bon. Je ne suis pas de ceux qui sont des catastrophistes et qui disent, en fait, 90% de l'humanité va être décimée. Ça, je n'y ai jamais cru. Mais c'est vrai que les effets nocifs ont été totalement sous-estimés. Et pire encore, il était interdit de se poser des questions. On en a parlé ce matin lors de la table ronde sur la liberté d'expression. Il en résulte, je pense, un divorce important entre la population française et ce qu'on appelle les élites, c'est-à-dire le monde politico-médiatique. C'est un point fondamental. De la même façon qu'il y a commencé un divorce entre la France, les Français et la construction européenne avec le référendum de 2005. Beaucoup de Français n'ont pas oublié. Je le vois d'ailleurs sur les réseaux sociaux lorsqu'il est question de l'incarcération de Nicolas Sarkozy, qui, du point de vue du droit strict, pose quand même un certain nombre de difficultés et de problèmes. C'est pas extraordinaire de voir la façon dont ça se passe. Je parle du point de vue du droit strict, mais je vois sur les réseaux sociaux énormément de gens qui disent, de toute façon, il méritait ça parce qu'il a trahi les Français avec les 55% de Français qui avaient voté non à la Constitution européenne. Il a bradé l'or des Français. Il a flingué le régime de Kadhafi en Libye, qui était un verrou justement pour l'immigration venue du Sahel et d'Afrique, etc., etc. Donc il y a quand même, les gens ressortent parmi les premiers arguments contre Nicolas Sarkozy. Il y a d'abord et avant tout cette affaire qui ne passe pas, qui n'a jamais passé, du référendum du 29 mai 2005 trahi. S'y ajoute la crise de la Covid, la défiance vis-à-vis des dirigeants politiques et des dirigeants des médias. Et puis s'y ajoutent encore d'autres éléments qui sont les plus récents, avec la crise vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine. Et d'un seul coup, les Français, à qui on avait dit que la construction européenne, c'était la paix, découvrent, en fait, c'est en train de nous entraîner vers rien moins qu'un risque de troisième guerre mondiale, avec un risque de guerre nucléaire vis-à-vis de la Russie, sur un sujet, en fait, dont 98% des Français se moquent éperdument dans le fond, qui est la situation en Ukraine. Ukraine qui était présentée il y a encore plus de 5 ou 6 ans, qui était présentée comme ce que c'est-à-dire l'un des pays les plus corrompus de la planète. Deuxièmement, Ukraine, qui est un pays qui a été rattaché à l'Empire russe depuis le traité de Péréoslav de 1654, enfin toute une grande partie de ce territoire. C'est-à-dire ça fait 370 ans, 371 ans que ceci avait été rattaché à l'Empire russe. Et donc, d'un seul coup, on est prié de s'enflammer pour le régime ukrainien, dont on apprend par ailleurs qu'il est ultra corrompu, qu'il est traversé par des quantités de forces néo-nazies, qu'il y a plein d'arrière-pensées, que les Américains sont derrière, etc., etc. Et les Français, du moins ceux qui réfléchissent, découvrent qu'on n'a pas le droit de ne pas être d'accord, que les débats qu'on entend à la télévision française sont absolument lunaires. Et on voit défiler des généraux d'opérette qui vous expliquent, depuis plus de 3 ans maintenant, en fait, que la Russie est vaincue, que Poutine en est à son 15e cancer, ce qui nous rend un peu irritable, parce que par ailleurs, il a les pieds plats, il a la maladie d'Alzheimer, il a la maladie de Parkinson, et il a le syndrome d'Asperger, mais je ne rigole pas, tout ça a été dit. Que par ailleurs les Russes sont obligés de nourrir leurs missiles avec des puces trouvées dans des vieux frigos trouvés dans les décharges. On découvre quand même que ce pays arrive à tenir tête à 31 pays qui sont ceux de la coalition dans l'OTAN.
Donc du coup, il y a quand même beaucoup de Français. Il faut pas oublier qu'en France, il y a une tradition anti-russe, ce qui existe, anti-soviétique, mais il y a aussi une tradition russophile en France. Hein, comme je l'ai déjà expliqué, il y a 30% des Français en 1947 qui votaient pour le Parti communiste français complètement inféodé à l'URSS. Et donc il y a quand même une partie importante de l'électorat, peut-être pas majoritaire, mais une partie importante de l'électorat qui n'admet pas en fait que on soit le sujet de cette espèce de Russia bashing, de cette construction permanente qui consiste à nous entraîner vers une guerre contre la Russie. Et les Français, du moins ceux qui réfléchissent, voient bien qu'il y a des intérêts derrière extrêmement puissants qui ne sont pas les intérêts français. Puis ils constatent aussi qu'on envoie des milliards et des milliards alors même que nous manquons d'argent dans tout. Dans les services publics, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les forces de sécurité, dans la justice, dans nos départements et territoires d'outre-mer, dans la sauvegarde de nos monuments historiques, et j'en passe. Donc ce sentiment d'une gabegie générale, là aussi, a fini par faire évoluer l'esprit des Français. Elle s'est assortie par ailleurs la découverte du gouffre financier dans lequel le Mozart de la finance nous a plongés. Et quand même, beaucoup de Français découvrent que nous allons bientôt risquer d'être placés en faillite et placés sous la tutelle, comme la Grèce il y a quelques années, du Fonds monétaire international, de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Troïka, mais ce qui pourrait se traduire par des ventes forcées du patrimoine français. Hein. Il faut bien voir que au train où on va, il viendra peut-être un jour où on expliquera aux Français, mais à ma foi, il a fallu vendre le château de Versailles à BlackRock, mais qui a signé une charte du tourisme éthique. Donc il y aura BlackRock, le logo de BlackRock sera partout, y compris dans la chambre de Louis XIV, mais de façon assez discrète, pas plus de 50 centimètres dans chaque pièce. Et puis bon, il y aura évidemment des visites en américain qui prévaudront sur les visites en français, etc., etc. Bon, bah, on est complètement dépossédés en fait. C'est à peine un scénario de fiction. Hein. Je rappelle quand même que pour ce qui a concerné la crise grecque, les créanciers ont obtenu que la Grèce vende à l'encan des quantités d'éléments du patrimoine public national grec. C'est-à-dire, il y avait une loterie nationale qui a été vendue à des intérêts privés, une deuxième loterie nationale, des aéroports et des ports un peu partout, parce figurez-vous qu'en Grèce, il y a quand même beaucoup d'îles, hein, notamment en mer Égée, et donc il y a des ports dans toutes les petites îles, mais il y avait une autorité portuaire dans chacune de ces îles, tout ça a été vendu, privatisé, etc. Vous avez eu également la privatisation de l'électricité, des autoroutes, enfin, et c'est allé jusqu'à vendre des îles qui se trouvent près de Corfou et qui se trouvent près de l'île d'Ithaque. Alors pour ceux d'entre vous qui ont quelques humanités, Ithaque, c'était eh bien la ville d'Ulysse. Hein, c'était là, arrivée de l'Odyssée. Alors l'île d'Ithaque n'a pas été vendue, mais l'île juste à côté a été vendue à l'émir du Qatar. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Et est-ce que c'est vraiment normal que les Français soient culpabilisés de tout cet endettement que l'on subit, alors même qu'on a décidé de rien du tout ? Quand je vois Bayrou qui dit, voilà, il faut que les Français cessent de dépenser, mais les Français, ils n'ont rien fait que de subir des décisions qui ont été prises par d'autres, n'est-ce pas ? En France, il y a ce qu'on appelle les ordonnateurs des dépenses publiques et puis les comptables. Les ordonnateurs, c'est le Premier ministre, ce sont les ministres qui sont les ordonnateurs de premier rang. Et puis après, vous avez les directeurs d'administration centrale. Mais les Français, eux, ils n'ont pas le pouvoir de dépenser de l'argent public. Le plus beau étant d'ailleurs que M. Bayrou, comme vous le savez, avait décidé de dépenser 40 000 € pour redonner sa grandeur au bureau du maire de Pau. Voilà. Donc les Français se rendent bien compte qu'on se moque d'eux, qu'on se rend bien compte qu'on est dirigé par, en fait, une espèce de petite oligarchie qui va de la droite à la gauche, et même de l'extrême droite à l'extrême gauche, qui, en fait, vit sur fonds publics sans aucune déontologie. Alors à tout ceci, s'est ajouté ces problèmes politiques avec un président de la République qui s'accroche à l'Élysée comme un bernique sur un rocher de Perros-Guirec qu'il va falloir y aller avec un piolet, qu'il a dit qu'il ne quitterait pas l'Élysée.
Il a par ailleurs ses affaires de couple. Alors les affaires de couple, bon, n'ont pas forcément à être mises sur la place publique. Mais enfin, là, c'est pas la place publique, c'est la place planétaire. Bon, alors on sera discret sur le sujet, mais enfin, disons que l'image de la France n'en ressort pas grandie de toutes ces polémiques qui rebondissent. Je voyais encore aujourd'hui, qui rebondissent sans arrêt. On a par ailleurs le sentiment que Macron s'est entouré de tout ce qu'il y avait de plus nul qu'il pouvait trouver pour ne pas lui faire d'ombre, parce qu'en définitive, il n'est pas si certain que ça, que ce soit quelqu'un d'une extraordinaire intelligence telle qu'on nous l'avait vendu, ou alors s'il a une intelligence, c'est une intelligence pervertie et qui vise essentiellement à emmerder les Français, comme il nous l'avait dit, et à servir les intérêts d'autres puissances. Alors face à tout ça, eh bien, on voit bien que la scène politique française est entrée en vibration. On se demande ce qui va se passer. Certains pensent qu'il va y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est possible, mais c'est possible que non. En tout cas, Macron fait tout son possible pour que ça ne soit pas le cas. Mais là, il a un peu tiré sa dernière cartouche avec le corps nu, enfin en un seul mot, hein, avec... Ouais, non, mais qu'après, on va prendre... Enfin, monsieur le cornu, la seule chose qu'il a trouvé à dire en recevant des syndicats, c'est de dire qu'il était le Premier ministre le plus faible de la Ve République. C'est super dynamisant, hein. Wow. C'est comme j'ai vu que l'ancien chef d'état-major des armées, monsieur Pierre de Villiers, a expliqué à qui voulait l'entendre que la France ne pouvait plus gagner une seule guerre. Moi, je n'ai jamais vu dans l'histoire un pays, même si c'est un opposant politique, quelqu'un qui a été chef d'état-major des armées, quand il prend sa retraite, il n'explique pas à qui veut l'entendre. Vous savez, on touche plus une bille, vous pouvez y aller. Hein. C'est incroyable, en fait. Il y a déontologie zéro. Voilà. Alors, on voit qu'il y a des manœuvres extraordinairement sophistiquées. Vous savez que Monsieur Jean-Noël Barrot, qui joue lui aussi les Berniques et qui veut pas être décroché du Quai d'Orsay, se voit concurrencé, paraît-il, par Bruno Le Maire. Parce que Bruno Le Maire, qui a été un excellent ministre des Finances, vous savez, prétend un non moins admirable auteur de romans, a décidé de revenir, paraît-il, dans les grâces et d'entrer de nouveau au gouvernement. Et je pense, enfin c'est ce qui se dit dans les rumeurs parisiennes, que M. Le Maire ayant été dans la conjuration anti-Fillon, qui a fait que, vous savez, cette photo que vous avez certainement vue circuler, de 2016, où vous aviez Édouard Philippe, Jean-Noël Barrot, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, qui étaient tous les quatre sous la houlette de Thierry Solère, un proche de Macron qui a 13 mises en examen à son actif pour escroquerie, abus de biens sociaux, etc. Et c'est eux qui ont fait poignarder dans le dos Fillon pour rallier Macron. Donc je suppose que Bruno Le Maire a dû passer un coup de fil au cornu, enfin le cornu, en disant faudrait peut-être un peu me faire revenir au gouvernement. Voilà à peu près, en gros, le niveau de réflexion de la scène politique française. Sachant qu'à gauche, Madame Mathilde Panot a fait savoir qu'il était hors de question d'avoir Madame Lucie Castet à Matignon. On avait cru comprendre au moment de Barnier, c'était au contraire la solution parfaite il y a 1 an. On exit Madame Lucie Castet, qui a fait, on ne savait pas qui c'était, on ne sait toujours pas qui c'est d'ailleurs. Je crois qu'on n'a pas perdu grand-chose. Et on est donc devant cette situation où le Parti socialiste a dit que, à part Matignon, il voulait rien, c'était Matignon ou rien, donc c'est rien. Et puis en fait, il y a beaucoup de responsables politiques qui voient que tout ça, ça sent le roussi, et n'ont pas forcément envie de monter dans un Titanic lorsqu'il y a marqué Titanic et lorsque les icebergs sont à 30 mètres. Enfin, donc on se bouscule pas au portillon. Je ne sais pas si c'est possible constitutionnellement, mais on pourrait voir cette facétie d'un gouvernement qui pourrait chuter avant même que d'avoir été créé. Et il se pourrait finalement que la rentrée... Il
il se pourrait que la rentrée qui a lieu le 2 octobre à l'Assemblée nationale, on va voir le corps nu arriver. Eh bien, il semble que face à le corps nu, toutes les oppositions risquent de se déchaîner. Ce serait assez cocasse qu'il y ait une motion de censure qui soit déposée dès qu'il aura ouvert la bouche et qu'il soit censuré, alors même qu'on ne sait pas, il n'a pas encore nommé aucun ministre. En tout cas, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République, puisque c'est aujourd'hui le 18e jour que le corps nu est à Matignon et qu'on attend la suite des événements. La suite des événements, c'est quoi? Et c'est quoi notamment pour l'UPR? Nous, on est un petit peu, si vous voulez... Vous savez que je suis un amateur de proverbes, de citations chinoises et également de stratégies chinoises. Et il y a un document que je cite régulièrement qui est les 36 stratagèmes chinois. Il y en a un, les 36 stratagèmes, qui s'appelle « Regardez l'incendie depuis la rive d'en face ». Donc nous sommes dans une situation extrêmement confortable. Hein. Lao Tse dit « Assieds-toi au bord de la rivière et attends de voir passer le cadavre de ton ennemi ». On est un peu dans cette situation qui n'est pas... En fait, il n'est pas désagréable du tout. Bon, parce qu'il se passe quoi? Il se passe que la scène politique française est entrée en vibration. Ils ne savent plus quoi faire. Et puis tous les événements, en fait, il y a un petit problème, c'est que tous les événements donnent raison à Asselineau. Et on commence à être une belle expression que j'aime bien. On commence à être, c'est une expression anglaise, l'éléphant dans le couloir, vous savez. Donc j'ai l'impression d'être l'éléphant. Faudrait que je prenne le t-shirt de Laurent. J'ai l'impression d'être l'éléphant dans le couloir. C'est-à-dire que c'était, vous savez, c'était comment il s'appelait, Gambetta, qui avait fait un discours en 1871 après la perte de l'Alsace-Moselle, et puis il avait fait un discours à l'Assemblée nationale. La Chambre des députés, comme on disait à l'époque, il avait dit, donc au sujet de l'Alsace-Moselle, « Pensons-y toujours, n'en parlons jamais ». C'est exactement ce qui arrive à l'UPR. Pensons-y toujours, n'en parlons jamais. Alors, de temps en temps, on a une petite preuve de cet intérêt qui est porté par la scène politique sur notre mouvement. L'autre jour, on m'a appris, parce que je ne savais pas, qu'il y a une chaîne, je ne sais plus comment elle s'appelle, où s'est exprimé M. Henri de Lesquen. M. Henri de Lesquen, c'était quelqu'un qui était à la tête de Radio Courtoisie, dont j'ai eu plaisir d'inviter le nouveau président. Mais M. Henri de Lesquen, c'était quand même quelqu'un qui était très à droite et qui, au vu de ce que je disais en 2017, mon refus de stigmatiser les immigrés, mon refus, la volonté que j'avais d'expliquer que l'immigration venait en fait des décisions prises par l'Union européenne, mon refus de tenir des propos racistes, antisémites, anti-musulmans, anti-arabes, anti-noirs, etc. Parce que on est comme ça à l'UPR. Il m'avait traité d'ordure cosmopolite. Alors, ça m'avait quand même valu une petite une petite notoriété, parce qu'un jour, c'était pendant la campagne, un matin, j'étais allé sur une chaîne de télé. En général, les horaires qui m'étaient réservés, c'était 7h du matin, ou bien 23h30 sur Radio France Internationale. Hein, c'était des trucs comme ça. Mais un matin, j'avais été, je sais plus à quelle heure, c'était peut-être 9h du matin, 9h30, enfin quand personne ne regarde. Donc 9h30 ou 10h, sur une chaîne, je ne sais plus laquelle c'était. Et il y avait le journaliste. Parce que tous les journalistes avaient pour mission de me flinguer. Hein. Il y avait le journaliste qui avait dit, alors, vous êtes allé vous exprimer sur Radio Courtoisie, qui est une radio d'extrême droite. Donc vous êtes d'extrême droite. Donc j'avais dit, écoutez, non, je ne suis pas d'extrême droite. D'ailleurs, allez regarder notre programme. Mais je vous signale effectivement que je n'ai rien à voir avec Radio Courtoisie. J'y suis allé m'exprimer. Il me dit, oui, mais enfin, ça va. On sait que vous êtes allé vous exprimer sur la radio de M. Henri de Lesquen. Et je lui avais répondu du tac au tac. Vous trouverez ça sans doute dans les annales. Je lui avais répondu du tac au tac, mais vous savez que M. Henri de Lesquen, premièrement, m'a traité d'ordure cosmopolite, et deuxièmement, soutient officiellement la candidature de François Fillon. Vous auriez vu le journaliste, il était tombé liquide, évidemment, parce que ça ne marchait pas dans son narratif. Alors, je vous parle de M. de Lesquen, parce qu'on m'a dit, j'ai même entendu,
il y a quelques jours, qu'il a fait une sorte de mea culpa, en disant qu'il aimerait bien pouvoir m'interroger parce que il m'avait traité d'ordure cosmopolite il y a quelques années, qu'il semblait que ça m'avait pas beaucoup plu. Bah, oui. En effet, j'avais pas sauté de joie. Et il a quand même dit, bon, j'étais peut-être allé un petit peu fort. Moi, j'avais rien demandé, hein. Ça veut dire qu'à l'extrême droite, on préoccupe. Et puis, il se trouvait que le même jour, on m'a dit que Madame Barbara Stiegler, qui est une philosophe d'extrême gauche, la fille de son père, très proche de LFI, a fait des déclarations sur un autre média en disant qu'à LFI, eh bien, on réfléchit beaucoup à la sortie de l'Union européenne et qu'elle-même est favorable à la sortie de l'Union européenne, mais pas au Frexit. Mais pas au Frexit simplet du collectif d'Asselineau. Moi, je veux bien qu'on soit simplet. Enfin, j'aimerais qu'on me présente les analyses de LFI sur toute une série de sujets. Je rappelle que M. Mélenchon avait traité des partisans de la sortie de l'euro en 2005, il les avait traités d'essence maréchaliste. Hein, je rappelle que les LFI refusent bec et ongle la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Ils sont en faveur de la sortie de l'OTAN, mais comme je l'ai déjà dit, ça n'a aucun sens puisqu'ils veulent rester dans l'Union européenne alors que l'Union européenne est justement sujette à l'OTAN. Enfin bref, je dis ça pourquoi ? Mais pour dire qu'on occupe les esprits aussi à l'extrême gauche. Moi, spontanément, enfin depuis tous les gens qui me connaissent, je ne parle jamais de M. Henri de Lesquen. Je ne parle jamais de Mme Barbara Stiegler, en fait. Mais eux parlent de nous. Pourquoi ça ? Ben parce que, en fait, dans ces mouvements, à droite, très à droite, à gauche, très à gauche, il y a de plus en plus d'adhérents, de sympathisants qui viennent écouter ce qu'on dit et puis qui se disent finalement c'est quand même pas mal ce que dit Asselineau. Je rappelle ici quelque chose qui est absolument fondamental pour comprendre la suite. C'est que vous savez que les Français ont voté non à 55% au référendum du 29 mai 2005 et que quand vous allez regarder les sondages post-électoraux, 98% des électeurs traditionnels du Parti communiste ont voté non. 97% des électeurs du Front National ont voté non. Et ceux qui ont voté oui, ben, ce sont les électeurs de ce qu'on appelle le marais politique. C'est-à-dire le MoDem, la droite du PS, la gauche de LR, ou LR tout entier. Et de telle sorte que les sondages post-électoraux montrent que les 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne venaient pour à peu près 25 à 30% de la droite et en gros 20-25% de la gauche. Alors vous avez ici la clé absolue de la suite des événements. Et vous comprenez aussi pourquoi je suis interdit d'antenne sur les grands médias, y compris sur CNews, alors que ces médias donnent la parole à des souverainistes qui, en règle générale, ne proposent jamais la sortie de l'Union européenne, mais parfois proposent, comme M. Philippot, qui est passé 39 fois sur CNews et moi 0 au cours des 24 derniers mois écoulés. Qu'est-ce qui nous distingue en définitive ? Ce qui distingue l'UPR de tous les autres mouvements, c'est d'abord notre clarté, notre limpidité, notre constance, notre détermination dans ce qu'il faut pour la France. La sortie de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, également d'ailleurs dénoncer un certain nombre d'articles de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce n'est pas tout notre programme, d'ailleurs ce n'est pas notre objectif central, ça n'est qu'un moyen pour appliquer le programme qui est mis en ligne depuis maintenant plusieurs années, qui fait 27 chapitres, et dont je rappelle qu'il existe, parce qu'un certain nombre de nos détracteurs disent « Ah ben, sinon, de toute façon, c'est un monomaniaque, il veut que sortir de l'Europe, c'est un vieux schnock, voilà, il n'a rien à dire sur le reste. » Donc ces gens, en fait, n'ont jamais fait l'effort minimum d'aller se renseigner sur notre programme. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que non seulement nous avons toujours le même programme, mais nous avons eu la sagesse collective de suivre la charte fondatrice que j'avais écrite et fait adopter
le premier jour de la fondation de l'UPR, le 25 mars 2007, dans cette charte fondatrice où nous nous référons au Conseil national de la résistance de 1944-45, parce que, pas par glorification, par principe de l'histoire, mais parce que nous nous retrouvons dans une situation exactement comparable à celle de Gaulle, en fait, en 1943-44. Parce qu'en France, dans les années 40, il y avait une immense partie du peuple français qui attendait que ça se passe, et vous aviez des résistants qui se trouvaient soit à gauche, notamment au Parti communiste français, soit à droite, avec des gaullistes, et puis également quelques chrétiens sociaux, et puis même d'ailleurs quelques membres des royalistes et quelques membres de la cagoule. De Gaulle avait exigé de Jean Moulin qu'il fît entrer la cagoule dans le CNR. CNR où la majorité de la résistance intérieure était organisée par le Parti communiste français, qui avait eu quand même 70 000 morts pendant les années d'après-guerre. Il s'était appelé le Parti des fusillés. C'est Pierre Vimont, qui était membre du Parti communiste français, qui avait rédigé l'essentiel de ce programme du CNR, auquel sont toujours très attachés une très grande partie des Français, que ce soit sur la sécurité sociale, que ce soit sur les grands services publics. Tout ça, c'est les années 45-46, y compris d'ailleurs le droit de vote aux femmes. Donc tout ça, ce sont les acquis de la libération, et où a joué un rôle important le Parti communiste français. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que De Gaulle avait compris qu'au grand moment de notre histoire, il faut mettre de côté nos divergences. C'est exactement comme un album d'Astérix. Il faut mettre de côté nos divergences le temps de bouter les Romains hors du village. Ou bien, comme ça s'est passé en 1940, le temps de chasser les Allemands. C'est pour ça que De Gaulle n'était pas communiste, mais qu'il avait bien compris que par intérêt supérieur de l'histoire de France et de la nation, la libération ne pouvait passer que en s'entendant avec l'autre bord pour avoir une majorité. Nous sommes dans la même situation. Nous ne pourrons sortir de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, c'est-à-dire rendre aux Français leur droit inaliénable à décider de leur avenir collectif qui pourra ensuite être plutôt de droite ou plutôt de gauche. Mais actuellement, voter à droite ou voter à gauche ne sert plus à rien, puisque tout est décidé ailleurs. Donc la logique, l'intelligence politique, c'est justement d'arriver à surmonter provisoirement ce clivage pour avoir les 55%. L'oligarchie a parfaitement compris le système, c'est pour ça qu'ils ne font plus de référendum. Parce que le référendum de 2005 a montré que ce qu'on appelle la fongibilité des électorats, on ne sait pas qui vote non, mais on a bien vu qu'il y avait eu 55% de non. Et après, les sondages post-électoraux ont montré qu'il y avait cette fongibilité. Alors, vous commencez à comprendre le problème. Pourquoi est-ce que je ne suis jamais invité dans les médias ? Pourquoi d'autres sont invités dans les médias des souverainistes ? C'est parce que M. Bolloré, par exemple, il est tout à fait d'accord pour qu'on tape sur les immigrés. Ça lui fait très très bien. Mais il n'est pas du tout d'accord pour qu'on demande la fin de la libre circulation des mouvements de capitaux, ce qui a fait sa richesse. Il n'est pas d'accord pour qu'on demande la fin de la libre circulation des travailleurs et des marchandises. Parce que c'est ce qui a fait sa richesse, pas seulement lui d'ailleurs. C'est aussi la richesse de tous les multimilliardaires. Il faut bien comprendre que la classe politique, dans la classe politique, les milliardaires, l'oligarchie, le monde de la finance, est pour la construction européenne parce qu'en fait c'est une destruction de la France à leur profit. Vous vous rappelez que François Hollande avait dit « Mon ennemi, c'est la finance ». Sauf qu'il vous avait dupé. Il avait dupé les Français. Vous savez que Mitterrand aussi s'était opposé à la finance sans visage. De Gaulle avait dit que la politique ne se fait pas à la corbeille. Il faut bien comprendre que la libération de la France, la réappropriation par le peuple français de sa souveraineté et de son indépendance ne pourra se faire que par un choc frontal vis-à-vis de l'oligarchie qui a mis la main sur le pays. Et que tant qu'on n'aura pas dénoncé justement le poids de cette oligarchie, eh bien nous serons confrontés au problème actuel. Vous avez vu comment les médias font tout pour séparer la droite et la gauche,
pour expliquer à droite qu'il y a de l'autre côté des islamo-gauchias et à gauche que de l'autre côté, ce sont des non, pas des antisémites, des anti-arabes, des anti-immigrés, etc., et des nazis et des fachos. Voilà. Tant qu'il y a ce clivage droite-gauche qui ne correspond plus à rien, puisque la droite et la gauche ne peuvent faire qu'appliquer le programme bruxellois, francfortien et washingtonien, eh bien, nous n'en sortirons pas. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, la suite des événements. On ne va pas aller au municipal. Plus exactement, nous lançons ici un appel, je l'ai déjà lancé, je le relance, un appel aux bonnes volontés parmi vous, si vous vivez dans un petit village, allez vous porter au municipal. Mais vous aurez un peu, vous savez, comme les cardinaux que le pape crée in pectore, comme on dit, dans certains pays qui persécutent les chrétiens. C'est-à-dire que vous serez UPR in pectore, personne ne le saura. Vous allez dans un petit village de 500 habitants, vous n'allez pas faire une campagne pour l'UPR. Parce que c'est pas notre genre de beauté. Parce que le message que nous avons apporté est un message de libération nationale. Ça n'a aucun rapport avec les trous dans le macadam ou les crottes de chiens sur les trottoirs. Donc allez-y, dans des petits villages, essayez de vous faire élire comme conseillers municipaux, et pourquoi pas maires. Il y a des villages qui parfois manquent de bonne volonté, parce que plus nous aurons de maires ou de conseillers municipaux, plus nous aurons la faculté d'obtenir des parrainages pour l'élection présidentielle. Mais bien entendu, la mère des batailles, c'est celle qui arrive, c'est la prochaine élection présidentielle. C'est essentiel. C'est absolument essentiel. Quelques chiffres que je vous rappelle. Après 10 ans de travail, 10 ans de s'être présenté à différentes élections, au 1er janvier 2017, nous avions à peu près 13 000 adhérents. Au 31 décembre 2017, on était passé à 35 000 adhérents. On avait fait, notamment en 10 mois, plus d'adhérents qu'en 10 ans. Tout simplement parce que, ayant été candidat à l'élection présidentielle, j'avais été reçu par Gilles Boulot. Et le simple passage sur TF1, je l'ai raconté, je crois, il me semble, quand j'avais montré le magazine Historia, mais on avait vu crépiter de façon tintinabulée les adhésions. Il y avait eu 640 adhésions le soir même par Internet. 640 adhésions. On avait mis plusieurs années, peut-être au moins 5-6 ans, avant d'atteindre ce nombre. En une seule soirée. Et le lendemain, on en avait eu encore 420, et le surlendemain, 250, et le surlendemain, 80. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que si je passais aux 20h de TF1 toutes les semaines, mais on est élu. Le verrou, il est là. Donc, nous devons mettre tout en œuvre pour que je sois candidat à la présidentielle. C'est pas parce que j'ai un melon, c'est pas parce que il veut faire une alliance avec personne. Ça me fait rigoler aussi. Les gens les gens de chez Philippot, il veut faire alliance avec personne, mais qu'ils fassent leurs alliances. Ils sont incapables de faire leurs alliances. Monsieur Dupont-Aignan est allé quémander au Rassemblement National d'avoir quelques postes de députés. Sauf que là-bas, on lui a dit de dégager. Alors donc il n'est pas content, donc il est allé vociférer à la radio, c'est scandaleux. Et maintenant il s'est rapproché de Zemmour. Voilà, mais qu'est-ce que c'est ? Où est là-dedans la ligne directrice ? Où est la ligne politique ? Monsieur Philippot a toujours trouvé très normal de s'allier avec n'importe qui était contre le Frexit. Il fricote avec monsieur Zemmour, il s'est allié avec monsieur Dupont-Aignan qui n'a jamais dit qu'il était pour le Frexit. Aux dernières nouvelles, il est pour le Bruxit. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le Bruxit. Je sais ce que c'est que le bruxisme. C'est une maladie, vous savez, où vous grincez le mâchoire. Bon, allez vous renseigner sur le Larousse. Bon. Le Bruxit, paraît-il, c'est sortir de la Commission européenne en restant dans l'Union européenne. Oui, n'importe quoi. Bon. C'est comme si vous étiez en France, voilà, je veux me présenter à l'Élysée, mais je veux sortir de l'Élysée. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est un peu d'ailleurs comme ce que je disais sur Madame Barbara Cellin. On a l'impression qu'il y a toute une classe politique
qui sait qu'ils n'ont pas le droit, il y a un mot qu'ils n'ont pas le droit de prononcer, c'est Frexit. Et on n'a pas le droit de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne. Donc c'est toujours des trucs absolument chèvre-chou. Je regardais l'autre jour, on me disait, tiens, je voulais regarder un petit peu ce que disait monsieur Kuzmanovic, qui est pas mal d'ailleurs, que j'ai croisé une fois ou deux. Mais lui, alors, il dit qu'il veut pas sortir de l'Union européenne, il veut la détruire de l'intérieur. C'est incroyable. Il y a ceux qui veulent rester dans l'Union européenne, mais vider la Commission européenne de l'intérieur. C'est comme si, je sais pas, on était en train de manger un bigorneau et on lui sortait enfin, j'ai des métaphores un petit peu maritimes ce soir, mais bon. Ah, il y a quand même un des grands enseignements de la pensée française, c'est quand même Nicolas Boileau-Despréaux, qui, dans l'art poétique, dit « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » Voilà. Ben nous sommes depuis 18 ans, c'est très simple. On veut sortir d'une construction politique qui s'appelle l'Union européenne. On veut sortir d'une construction monétaire qui s'appelle l'euro. On veut sortir d'une construction militaire qui s'appelle l'OTAN. Ces trois constructions ont volé en fait la souveraineté, l'indépendance des Français. Et c'est très concret, hein. Ça veut dire qu'on ne décide plus. Ça n'est plus nous qui décidons de ce que nous voulons. Et donc on veut tout simplement faire prévaloir ce qui est reconnu par l'Organisation des Nations Unies comme dans sa charte de la charte de San Francisco, comme le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. On veut tout simplement récupérer notre indépendance et notre souveraineté. C'est pas la première fois dans l'histoire de France que ça se pose. Au contraire, c'est la énième fois et on veut ça tout simplement. Et on veut ça, on n'a pas besoin de vociférer. On n'a pas besoin de faire des manifestations tous les samedis pour faire la fortune des cordonniers sans aucun autre résultat que de dire « ah, ils bougent ». Mais ça sert à quoi de bouger si ça ne sert à rien? Nous, on ne bouge pas. Nous, on est au contraire un roc immobile dans l'océan et depuis 18 ans, c'est un pôle de stabilité dans lequel les Français peuvent avoir confiance parce que les gens qui me connaissent, d'abord découvrent que finalement, j'ai pas un énorme melon, hein. Finalement, je suis comme tout le monde, je suis même plus que tout le monde. Hein, moi, quand je suis à Paris, je voyage systématiquement dans le métro. Il y a des gens qui viennent me voir très gentiment. « Ah, monsieur Asselineau, vous voyagez en métro ?» Je dis « pourquoi je voyagerais pas en métro ?» Hein, voilà, c'est ça. Les Français, avec moi, ils savent ce qu'ils peuvent avoir, ils savent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Ils savent ce qu'ils auront et ce qu'ils n'auront pas. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'il faut que les Français reprennent confiance dans la politique. Il faut que les Français reprennent confiance dans le fait que dans tout ce magma, peut-être il y a quelqu'un qui leur dit la vérité, et quelqu'un qui n'a jamais varié. Et ça, la confiance, vous savez, c'est pas, ça ne se commande pas. Hein, c'est comme l'amitié, comme l'amour. La confiance, ça se ressent ou ça ne se ressent pas. Et donc, pour que les gens aient confiance, il ne faut pas faire comme le serpent K, vous savez, dans le livre de la jungle. Aie confiance! Non, il suffit d'être ce que nous sommes depuis 18 ans, et les Français, depuis 18 ans, peuvent juger sur pièce qu'ils ont un responsable politique qui ne les a jamais trompés, et qui toujours a maintenu la même ligne. Donc, nous devons nous mettre en ordre de bataille. Pour mener la bataille maintenant de la recherche des parrainages, nous devons mener la bataille pour diffuser au maximum autour de nous les analyses et les programmes de l'UPR, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui nous connaissent, mais il y a encore des millions de gens qui ne nous connaissent pas. Et tout le problème, il est là. Il faut que nous allions patiemment faire ce travail un petit peu, comme les chrétiens des catacombes des premiers siècles, mais les chrétiens ont fini par triompher. Il faut que nous nous mettions en ordre de bataille. Et il y a quand même des choses, des éléments qui sont intéressants. Je reçois, là, tout à l'heure, il y avait encore un petit message. Là, j'ai 2 propositions encore pour passer dans les médias dits alternatifs. Nous avons eu quand même, ce qui est quand même pas mal aujourd'hui, je n'avais jamais eu ça. France 3 est venu m'a filmé 2 minutes 40.
ce matin. Et cet après-midi, ils sont venus pour une ressucée. 1 minute 35. La Nouvelle République est venue m'interviewer, et puis nos amis de TV Liberté également, qui en ont profité, je crois, pour faire un entretien avec Philippe Béchade, peut-être Idriss Aberkane, etc. C'est-à-dire que quand même, il y a de plus en plus de gens qui se disent c'est quand même absolument scandaleux ce qui se passe. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même un responsable politique, je me permets de le souligner, c'est ce que j'ai dit aux journalistes ce matin, leur rappeler quand même que UPR TV, c'est la chaîne qui a le plus d'abonnés de tous les partis politiques français. Nous avons 502 000 abonnés, alors que le Rassemblement national doit être à quelque chose comme 150 000. Et Horizon, je crois, 8 000. Peut-être 12 000, je ne sais pas. Mais c'est dingue. C'est dingue. Nous avons alors ça c'est pour UPR TV, j'ai créé également Asselineau TV, donc là où il y a quand même 117 000 abonnés, on a 117 millions de vues sur UPR TV. Alors on a beau me dire, les gens disent oui mais c'est très bien, mais les vues ne font pas les votes, d'accord, mais l'absence totale de vues fait encore moins le vote. Bon. Sauf si, effectivement, quelqu'un n'intéresse personne sur les réseaux sociaux, mais en revanche est catapulté dans les médias, comme c'est le cas de M. Glucksmann, comme c'est le cas de M. Philippe, et puis le futur président de la République qu'on nous concocte, non pas pour 2027, mais probablement pour 2032, c'est Louis Sarkozy. Donc vous avez vu, il a des compétences, il a une finesse d'analyse, il a un regard ténébreux qui lui ouvre tout droit les portes de l'Élysée, il faut le dire. En fait, de plus en plus de Français, quand même, comprennent à quel point on se moque d'eux. Et je terminerai là-dessus. Nous avons le vent en poupe. On y arrivera. Je ne sais pas quand. Peut-être en 2027. Je ne pense pas, mais en 2027, on peut faire vraiment la différence. On peut vraiment, d'un seul coup, changer de dimension. Monsieur Philippot a dit qu'il ne serait pas candidat. Il l'a dit sur Sud Radio. Monsieur Dupont-Aignan, il a déjà été 3 fois candidat avec un score en bosse de dromadaire. Il a eu 1,7 en 2017. En 2012, pardon. Il a eu 4,8 en 2017. Et il a eu 2 en 2022. Je ne sais pas s'il va se représenter. Le Rassemblement national ne se porte pas si bien que cela, contrairement à ce qu'on lit dans les médias, parce que c'est l'opposition rêvée, une opposition qui soutient le gouvernement. Donc on a, avec le Rassemblement national, des résultats électoraux qui sont assez mauvais, en fait, si vous êtes allé les voir de près. Et puis, bref, de toute façon, arrêtons de nous occuper des autres, parce que nous serons le seul, si je suis candidat, je serai le seul candidat du Frexit. Donc, un certain nombre d'éléments nous donnent à penser que nous pouvons, c'est dans 500 jours, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer dans 500 jours. Donc surtout, ne baissez pas les bras. Et moi donc, depuis 18 ans, j'aurais pu baisser les bras. Mais non, je ne baisse pas les bras parce que je sens bien que on est entré en phase terminale de la construction européenne. De 1917 à 1991, 74 ans se sont écoulés entre la Révolution d'octobre et l'effondrement de l'URSS. 74 ans de construction d'une dystopie qui s'est effondrée au bout de 74 ans. 1957, le traité de Rome, plus 74 ans, eh bien ça nous fait 2031. Nous sommes en 2025. Si on respecte la même temporalité, les mêmes 3 générations dont je parlais tout à l'heure, ça veut dire qu'on commence à voir le bout du chemin. La construction européenne, elle va s'effondrer, elle va entrer en nécrose, elle est déjà entrée en nécrose. Vous voyez bien les efforts désespérés dont on parlait tout à l'heure, par exemple contre TikTok en Roumanie, contre la montée en puissance un petit peu partout des mouvements qui veulent secouer le cocotier. Eh bien, si c'est pas en 2027, ça sera en 2032. Probablement que les Français pourront se libérer de cette construction qui finalement n'aura fait qu'une seule chose,
C'est le bilan d'ailleurs de la construction du socialisme en Russie. Quand tout ça s'est retiré, eh bien, on a vu finalement un océan de désastres. Mais tout est reparti pour aller de l'avant. La Sainte Russie est revenue sur le devant de la scène. Et finalement, en quelques décennies, en 20 ans, la Russie est redevenue au premier rang. Vous avez vu ce que disait notre ami suisse tout à l'heure ? Il était finalement un peu effaré de la situation qu'il voit depuis la Suisse venant de ces réfugiés. Ça fait mal au cœur quand on entend qu'il parle des réfugiés français et des réfugiés allemands. Mais rappelez-vous aussi ce qu'il a dit. Il a dit, mais vous verrez, après ça sera mieux. Ben moi, je vous propose de le penser tous ensemble. Après, ça sera mieux. Et déjà, je pense que ça sera mieux en 2027. Vive la République et vive la France! Merci de soutenir l'UPR pour continuer le travail d'émancipation entrepris depuis 18 ans par François Asselineau. Vos dons sont essentiels, votre mobilisation aussi.